Bon, bienvenue à tous. Bienvenue dans ce Smart Meeting dédié à la transformation digitale. Alors, le meeting est diffusé sur Facebook en direct. À la fin, vous pourrez interagir avec les intervenants. On vous passera le micro. Pour ceux qui ne veulent pas être filmés, vous pouvez mettre sur les côtés et vous ne serez pas filmés. Si ça vous dérange, voilà, c'est juste pour vous signaler. Donc, on a avec nous aujourd'hui Yves Eonet. Yves, qui est le CEO et cofondateur de la fintech TagPay. TagPay, qui est concepteur d'un digital banking system hébergé sur le cloud et centré sur le mobile. Il a également travaillé comme directeur de l'innovation chez Gemalto et Schlumberger pendant 15 ans, notamment sur l'adoption de la carte à puce. Et il est l'auteur du livre Fintech, les banques contre-attaque. On a avec nous aussi Bertrand Jonquois. Bonjour Bertrand. Entrepreneur et cofondateur d'Atsuke, une start-up française leader dans le mobile ticketing pour la Smart City. Il est également administrateur de la Mobile Marketing Association France et responsable pédagogique du Master Digital Marketing et Data Analytics à l'EMLV. On a aussi avec nous Pierre-Emmanuel Louvet. Pierre-Emmanuel qui, après 8 années de conseil chez Accenture et Atos Consulting dans le secteur des télécoms et des utilities, a rejoint Suez Smart Solutions en 2011, qui est la filiale digitale du groupe Suez. Et il est aujourd'hui en charge du développement commercial des activités digitales du groupe en Europe centrale, en Belgique et en Outre-mer. On a Valérie avec nous, Valérie Morigna, originaire de Nouvelle-Calédonie, docteur de l'Université de Paris 1 et experte certifiée par le MIT en intelligence artificielle, machine learning et stratégie des affaires. Elle est également maître de conférences en cinéma et art numérique en disponibilité de l'Université de Montpellier 3. Et elle travaille à San Francisco, où elle est CEO de Intelligent Story, une société de conseil en IA et en design des technologies émergentes. Elle conseille aussi les dirigeants d'entreprises, les agences gouvernementales en matière d'économie numérique, de transformation digitale, de développement innovant des territoires et de stratégie et d'éthique de l'intelligence artificielle. Et enfin, avec nous, Larry Chu, ancien consultant en business process management chez TIBCO Software à New York et Intalio à Singapour, devenu serial social entrepreneur, d'abord cofondateur et CTO de Make Sense, puis fondateur et CEO de Unframed. Il est également conférencier à l'ESSEC. Et Larry vient d'effectuer son retour au FENUA après 18 ans d'expatriation et a été nommé directeur délégué de la CCISM. Un beau panel avec nous. Donc, pour ce beau sujet de la transformation digitale, comment et pourquoi nos entreprises doivent innover pour se développer, Bertrand, on va commencer par toi. La transformation digitale, tout le monde en parle. Qu'est-ce que c'est concrètement, réellement ? Alors, pour essayer de rendre ce sujet concret, simple, moi j'ai plutôt envie de dire qu'il faut d'abord répondre non pas à la transformation digitale, mais aux transformations digitales. Il y a plusieurs transformations digitales et elles se combinent. Et on verra ça évidemment encore plus en détail avec Valérie, parce que évidemment, c'est ces nouvelles transformations digitales qui sont en cours et qui révolutionnent tout ce qu'on a déjà fait dans la transformation digitale. Et le conseil pratique que moi j'avais envie de dire par rapport à ça, c'est qu'il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers dans le digital. C'est-à-dire que dans le digital, il y a toujours quelque chose de nouveau qui arrive et quelque chose de nouveau à faire. Et donc, il faut rester très attentif à tout ce qui se passe. Et pour essayer aussi de rendre ça concret, moi j'ai l'impression qu'on peut dire qu'il y a eu l'Internet, il y a eu l'Internet mobile, il y a eu l'Internet et on est en plein dedans à commande vocale avec l'utilisation de la voix pour commander l'Internet. Et puis il y a l'intelligence artificielle qui arrive derrière tout ça. Donc ça fait une succession de transformations digitales. Il faut les intégrer pour bien comprendre et pour essayer de comprendre ce que c'est que la transformation digitale. Donc les transformations digitales et le maître mot, c'est on ne se repose pas sur ses lauriers, notamment quand on est une entreprise, parce qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent et il faut forcément les intégrer. Donc ça, c'était, disons, le premier point. J'ai un deuxième point sur ce sujet qui est que, selon moi, la transformation digitale, elle a changé quelque chose de radical pour les entreprises, c'est la relation client. Et la relation client, elle a été transformée tout simplement parce que l'utilisation des technologies numériques par les consommateurs ont fait qu'ils sont de plus en plus exigeants. Et surtout, ils ont besoin de ça, ici et maintenant, tout de suite. Et donc ça, c'est quand même un changement radical. Avant, on pouvait dire, bon ben voilà, revenez dans 15 jours. Bon, là, c'est clairement plus possible. On est dans quelque chose qui est dans l'immédiateté. Et donc, ça veut dire que les entreprises aussi, elles doivent se mettre à cette immédiateté. Elles doivent comprendre comment interagir avec leurs clients de façon beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide
quand les questions se posent. Et pour essayer aussi d'être concret et simple, c'est sûr que les consommateurs utilisent par exemple les applications de messagerie instantanée. Bon, c'est sûr que quand ils discutent avec leurs amis sur les applications de messagerie instantanée, ils attendent une réponse tout de suite. On pose une question et on a une réponse tout de suite. Pour les entreprises, ça doit être à peu près la même chose. Il faut avoir une réponse tout de suite. Et notamment dans la Polynésie, il y a une force assez grande de l'utilisation de Facebook. On voit bien que s'il y a du Facebook Messenger, il faut aussi qu'on ait une réponse rapide et immédiate. Et ça change la façon dont les entreprises doivent s'organiser sur cette fameuse relation client. Et puis, le troisième élément que j'avais envie de mettre en avant, c'est l'utilisation du smartphone. Parce que pour moi, le changement majeur qui a révolutionné la façon dont les consommateurs se comportent, c'est l'utilisation du smartphone, qui est que le smartphone est maintenant toujours, tout le temps dans la poche de tous les consommateurs. Et donc ça a changé plein de choses sur ce qu'on a dit déjà, l'immédiateté, le fait qu'on va plus vite, mais ça a changé aussi quelque chose de très très important, c'est que l'Internet, c'est plus simplement quelque chose qu'on fait de chez soi pour pouvoir avoir une information avec une entreprise, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps, et notamment maintenant qu'on fait dans les magasins. Et donc cette relation que nous avions historiquement avec des gens qui se connectent à votre boutique en ligne et qui vous posent des questions, cette fois c'est fini. Le consommateur, il arrive directement avec sa question dans le magasin, il a directement son téléphone, il peut aller voir en ligne des informations complémentaires sur le produit. Donc l'utilisation du smartphone a vraiment changé, je pense, radicalement la façon dont les entreprises doivent se comporter avec les consommateurs. Et ça veut dire qu'il y a aussi une multiplication de canaux. C'est-à-dire qu'avant, on avait le magasin, on avait le numéro de téléphone, le call center, le site web. Maintenant, on a aussi une relation directe, pourquoi pas, notamment en Polynésie encore, avec Facebook Messenger. Et je l'ai expérimenté il y a quelques jours. On peut prendre contact avec un restaurant, avec un office de tourisme ou que sais-je, quand on a besoin d'infos, il y a une réponse rapide. Et il faut absolument avoir cette multiplicité de cadeaux pour que, effectivement, ça soit pérenne. Et puis évidemment, ça veut dire qu'on transforme aussi non pas ce qu'on fait en ligne, mais ce qu'on fait dans le magasin. Et ça, c'est vraiment, je pense, la plus grosse révolution qui arrive. C'est qu'on est en train de changer la façon dont on se comporte vis-à-vis de ses clients dans les magasins. Et ça, on y reviendra peut-être après dans la discussion, mais je pense que c'est vraiment le changement majeur. L'Internet, il est plus seulement à la maison. Ce que disait un chercheur qui s'appelle Milad Douei avait dit l'invention de l'Internet, c'était un Internet assis. On est assis devant un bureau. Il avait dit un Internet de chaises et de bureaux. On n'est vraiment plus du tout dans cet Internet-là. Et ça illustre bien la question de la transformation digitale. On est maintenant dans un Internet en mouvement. Si je voulais faire une petite paraphrase avec notre président en France, je dirais que c'est un Internet en marche. On est vraiment dans cette idée que l'Internet, il bouge, il avance, il se déplace et il arrive dans les boutiques, dans les magasins. Et évidemment, ça change considérablement la façon dont on doit le penser. Pour conclure, moi je dirais, il faut jamais se reposer sur ses lauriers et il faut intégrer toutes ces composantes des transformations digitales si on veut effectivement être efficace avec ses consommateurs. Justement, tu fais une bonne transition, Yves. Toi qui as vu la fulgurance de la transformation du secteur bancaire avec le digital, quels sont pour toi les piliers de la digitalisation, de la transformation digitale d'une entreprise ? En fait, je suis en complète accord avec tout ce que tu as dit, et je ne vais pas le répéter, mais tout ça c'est très très vrai. Moi, ma spécialité, c'est la banque. Donc, nobody's perfect, mais je suis passionné par l'innovation dans la banque depuis toujours. Et le digital fait partie des domaines que la banque n'a pas encore digérés. Autrement dit, notre banque, votre banque, sont des banques qui sont encore dans un âge qui n'est pas l'âge digital, qui n'est pas l'âge dans lequel vous vivez. Une autre façon d'exprimer ce que tu viens d'exprimer, c'est que je dis que nos vies, toutes vos vies, ma vie, elle a commencé en 2007. Avant 2007, je ne me rappelle pas comment vous preniez des rendez-vous, comment on envoyait des photos, comment je gérais mes mails, comment je rencontrais ma femme à Paris ou à New York, etc. Toute notre vie a basculé et la banque n'a pas changé. Donc le thème de ce panel, c'est comment développer nos entreprises avec le digital. Moi, je dirais, parlant de la banque, comment ne pas mourir grâce au digital, parce que la banque, si elle ne passe pas au digital, elle va mourir. Donc on est dans une phase très très essentielle. Comme beaucoup de secteurs finalement.
Oui, mais les autres secteurs ont bougé. La majorité des secteurs ont bougé. On voit bien que toutes les industries se sont réinventées les unes après les autres. Et la banque n'a pas commencé. D'accord ? Donc, alors, les piliers dont tu parles là, pour moi, il y a trois choses qui se passent en ce moment. Le premier, c'est celle dont je viens de parler, c'est-à-dire vous tous, nous, les consommateurs, on a changé et la banque est sortie de nos vies. On n'est plus en phase avec notre banque. Et ça, c'est fondamental. La banque est face à un problème, c'est que plus personne aime sa banque, plus personne n'a envie de travailler avec sa banque. Donc ça, c'est vraiment un sujet. Le deuxième chose, c'est que le deuxième pilier, c'est que la nature ayant hors du vide, il y a toute une série de menaces qui sont en train d'arriver. Alors ici, on est un peu au milieu au milieu du monde, au centre du monde. Il y a tous les continents sont là. On voit la Chine qui avance avec une vitesse incroyable vers la digitalisation des services financiers. On voit bien sûr la Californie, qui est très très présente. Et ces deux continents ont des sociétés qui nous possèdent tous les clients, ont une capacité d'investissement infinie et ont une culture de l'innovation. Et tous ces gens-là, toutes ces grandes sociétés, je parle des grandes sociétés du numérique, elles s'intéressent à la banque. Donc ça s'appelle une menace. Et si la banque ne bouge pas, eh bien évidemment quelqu'un va prendre sa place. Donc il est impératif qu'elle bouge. Et le troisième pilier, qui est fondamental, c'est que, et ça c'est historique, il y a le client qui change et la menace qui est là, mais il y a la technologie qui est là maintenant. Maintenant, on est capable de faire des banques digitales, des banques temps réel. On a parlé de la vitesse et du temps réel. On est capable de faire des banques entièrement mobiles. On est capable de faire des banques sans ces foutues agences où personne ne va. On est capable de faire des banques qui sont proches de nos vies, qui vont rentrer dans nos processus de vie ou dans nos métiers. Et c'est ça la banque digitale. Et donc, c'est absolument passionnant parce que, en fait, la banque, alors c'est antipathique et on n'aime pas parler de la banque, mais la banque doit devenir l'animateur de l'économie locale. Ça doit être l'organisme qui va donner le sang, la circulation des flux à l'intérieur de l'économie, le tout en réel, le tout dans la confiance. Et c'est ça qui va faire qu'on va tous se développer. Donc, dans notre métier de banque digitale, on parle beaucoup d'inclusion financière. C'est ahurissant, quoi. La vieille banque, elle a un petit peu moins que la moitié des habitants de la Terre, des humains, n'a pas de compte en banque, parce qu'ils ne sont pas proches d'une agence. Et la totalité des hommes actifs ont un téléphone. Donc il y a un gap qui est en train de se créer, et l'inclusion financière qui existe dans tous les pays du monde, y compris aux États-Unis, eh bien, elle va forcer la banque à se transformer pour s'adresser à ces populations-là, et en s'adressant à ces populations-là, elle va faire des offres qui seront beaucoup plus sympathiques, beaucoup plus agréables, beaucoup plus attirantes, beaucoup plus proche de ce qu'on veut nous-mêmes, et donc elle va prendre la place de vieilles banques, et c'est comme ça que ça va se passer. Donc c'est une aventure, la digitalisation de la banque, qui est absolument passionnante. Mais justement, comment ça s'est transformé, ce secteur-là ? Moi, par exemple, je suis sur une banque Internet. Il n'y a pas de guichet, j'ai pas d'agence, j'ai rien. Oui, mais c'est là où c'est traître. C'est que, en fait, la banque, elle a mis une couche sur sa vieille banque qui s'appelle Internet. Mais dessous, c'est un vieux cheval. C'est-à-dire qu'il tourne avec un vieux bourrin qui a 50 ans. Qui utilise des langages dont j'ose à peine donner le nom, parce que ça ne voudra rien dire pour la majorité de la population qui est née depuis 40 ans, donc ça fait beaucoup, quoi. Et ces plateformes-là, elles sont d'une puissance incroyable, parce qu'elles ont su s'adapter à toutes les évolutions qu'on a vécues, y compris Internet, y compris le mobile. Elles font des apps, mais l'app qui tourne sur votre banque, elle se connecte à un serveur qui est beaucoup moins puissant que votre smartphone. Votre smartphone est plus puissant que le serveur qui gère vos transactions. Donc on est en train de vivre une sorte de paradoxe ahurissant, et on arrive à un point de rupture. Donc c'est pour ça que j'ai écrit un livre là-dessus. Il y a un point de rupture qui est je dirais, une source fantastique d'opportunités. La banque va se réinventer, la banque va se transformer et non pas évoluer. C'est pas une question de révolution, c'est une question de créer une nouvelle banque qui va correspondre à ce dont on a besoin. Merci Yves. Voilà. Mais justement, ça me fait penser à quelque chose, Pierre-Emmanuel. On parle beaucoup de digital, mais est-ce que l'innovation passe forcément par le digital aujourd'hui ? Alors je pense que je partage tout ce qui a été dit jusqu'à présent, et on se rend compte qu'en fait le digital est omniprésent dans nos vies, quels que soient les secteurs, dans différents domaines d'activité. Et donc aujourd'hui, oui, l'innovation passe par le digital, se systématise, et on ne peut pas passer à côté d'une digitalisation de nos activités. Ou en tout cas, je pense qu'il faut vraiment prendre le train du digital. Les entreprises, même pour des entreprises qui n'ont pas forcément l'innovation numérique inscrite dans leur ADN, elles doivent se transformer et elles doivent passer par la digitalisation. C'est peut-être plus long pour la banque, dans le domaine bancaire, mais on y vient. Ça va prendre peut-être un peu plus de temps, mais les niveaux de maturité ne sont pas forcément les mêmes selon les secteurs.
Moi, je vais vous parler plus particulièrement du domaine de l'eau et de l'environnement, puisque je travaille dans une filiale de Suez, et on a inscrit véritablement le digital au cœur de la stratégie industrielle du groupe. Pourquoi ? Simplement pour... je dirais que le driver de ça, c'est vraiment la protection de la ressource, conserver les ressources énergétiques, optimiser les dépenses énergétiques, améliorer la performance des réseaux de distribution d'eau potable, maîtriser les consommations, fournir des services aux abonnés, pour les éduquer aussi dans la maîtrise des consommations d'eau et être toujours dans une logique d'optimisation énergie, eau et protection globale de la ressource. On a un certain nombre d'exemples et je vous inviterai à vous rendre sur le site de la Polynésienne, sur le stand de la Polynésienne des eaux ici, avec qui on a développé un certain nombre de solutions innovantes. On a des plateformes temps réel aujourd'hui qui sont disponibles et qui permettent d'optimiser par exemple la gestion énergétique des systèmes de production et distribution d'eau potable. On a mis au point ici avec la Polynésienne des eaux près de 3000 compteurs d'eau communicants. Tous les jours, on a les consommations d'eau des abonnés, ce qui permet d'avoir un certain nombre de bénéfices, de facturer au réel, de proposer des services d'alerte fuite, d'alerte surconsommation, et même d'aller jusqu'à fournir des conseils pour réduire la facture d'eau et d'énergie, puisque 60% aujourd'hui des usages de l'eau nécessitent de l'énergie, parce qu'on a besoin d'eau chaude, et 60 à 70% nécessitent de l'eau chaude et de l'énergie, et donc on peut agir sur la facture énergétique en fournissant un certain nombre de conseils et en analysant finement les données de l'eau. Donc voilà, ça c'est un exemple. Parmi d'autres, on a aussi une plateforme de gestion temps réel des rendements de réseau. Donc le rendement du réseau, c'est vraiment la différence entre ce que je livre à mon réseau et ce que je consomme réellement. Et avec ça, on peut suivre tous les jours des indicateurs, des indicateurs simples de rendement du réseau, de suivi donc, des fuites sur les réseaux d'eau potable pour limiter ces volumes de pertes. Et donc, on sait que dans certaines villes du monde, ou même je pense aussi ici en Polynésie, il y a des endroits où il y a 50% de l'eau potable qui est perdue dans des fuites invisibles. Et donc, ça veut dire que c'est de l'eau propre qu'on a traitée avec du chlore, qu'on a utilisé de l'énergie pour ça. Et donc, essayer de rentrer dans cette dynamique d'optimisation fait du sens, je pense, pour tout le monde et pour tous les acteurs. On a bien d'autres exemples qu'on pourra détailler ou que je pourrais vous présenter vraiment très précisément sur le stand si vous êtes évidemment intéressé par ces sujets. Mais voilà, aujourd'hui, nous, le digital, c'est incontournable. On accélère un peu le développement de ces produits-là. À la fois en interne dans le groupe Suez, mais aussi à l'extérieur, puisque ces solutions sont aujourd'hui disponibles pour d'autres clients municipaux ou pour des clients industriels. Mais ce que je voulais dire aussi avant tout, c'est que toute cette digitalisation des métiers traditionnels de l'eau et l'environnement, elle doit s'accompagner d'une transformation en fait profonde des métiers, des pratiques, des procédures. Et en fait, le digital et la technologie, elle existe. Aujourd'hui, on a les algorithmes, on a le traitement de données, on a l'intelligence artificielle qui commence à arriver, on a le deep learning, on a beaucoup de choses qui sont disponibles et qui existent. Mais ce qui est important, c'est l'adoption du digital dans des process qui peuvent être, ou dans des processus, et tout ça nécessite véritablement un grand projet, un grand programme de conduite du changement pour embarquer en fait les personnes dans ce type de système. Aujourd'hui, nos plateformes d'Aqua-Advance de pilotage des réseaux de distribution d'eau potable, on les a déployées sur près de 100 000 km de réseau. Donc il a fallu forcément conduire le changement. Au début, il y a toujours beaucoup de réticences. Donc il faut embarquer les personnes. Il a fallu qu'ils participent complètement à la conception et à la spécification de ces systèmes, de façon à ce qu'ils voient vraiment leur intérêt pour eux et qu'ils puissent suivre de façon, et qu'ils puissent adhérer au projet et être totalement partie prenante et motivés par ce type
d'introduction de nouveaux outils. Et donc je pense que c'est vraiment important dans le mot transformation digitale de penser à l'humain, parce que sans cette dimension-là, on ne réussira pas. Et l'adoption du digital et du numérique est absolument nécessaire dans des processus métiers, même dans des métiers qui peuvent être traditionnels et dans lesquels voilà, les pratiques sont les mêmes depuis 20 ou 30 ans et que d'un seul coup, il faut tout changer, il faut le faire progressivement et il faut absolument inclure l'humain dans ces processus-là. Merci Pierre-Emmanuel. Et alors justement Valérie, j'ai une question pour toi puisque toi tu es spécialiste de l'IA. L'IA c'est une des révolutions majeures de notre époque dans le numérique. C'est un nouveau levier d'innovation, d'opportunités stratégiques. Mais quand on parle d'IA, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les PME? Est-ce que c'est à leur portée? Quelle source d'innovation réelle ça peut leur apporter? Alors l'IA, le CEO de Google, Sundar Pichai, dit de l'IA que l'IA sera plus importante dans l'histoire de l'humanité que la découverte du feu. Donc j'ai envie de dire que l'IA, c'est une pas révolution. Seulement, voilà, c'est pas seulement une innovation et l'innovation du siècle. D'ailleurs, c'est pas l'innovation du siècle, puisque l'IA, techniquement, elle existe depuis 70 ans. Alors, donc c'est pas juste une nouvelle tendance, c'est plutôt l'accomplissement d'un chemin qui a été fait pendant 70 ans dans les sciences de l'information, mais c'est aussi l'accomplissement d'un désir qui est très ancien, puisque si on remonte très loin dans le temps, 12e siècle, 8e siècle, on trouve déjà en germe ce fantasme qui consiste à penser qu'un jour on va fabriquer des machines qui seront capables d'émuler l'intelligence humaine. Alors on n'en est pas encore là, rassurez-vous, votre ordinateur n'est pas encore plus intelligent que vous. En revanche, en IA, il y a énormément de domaines dans lesquels les machines sont déjà capables de dépasser les compétences humaines. Alors, je vais prendre des exemples concrets. Aujourd'hui, il y a des algorithmes dans le domaine de la santé qui sont capables de détecter en quelques secondes plus de 100 tumeurs cancéreuses. Donc on sait déjà que le métier de radiologue, par exemple, est un métier qui va disparaître. Ce n'est pas simplement des métiers peu qualifiés qui vont disparaître avec l'intelligence artificielle, ce sont des métiers qui sont très qualifiés. Alors quand je dis disparaître, je devrais dire plutôt se transformer. On parle surtout de transformation. C'est vrai que quand on parle de l'intelligence artificielle, il y a toujours beaucoup de peur et d'appréhension, tout comme avec la robotique. Et le message généralement que la presse renvoie au public, ou les films de science-fiction renvoient au public, c'est un message qui est assez négatif, un message qui est plutôt le reflet d'une peur, la peur d'être remplacé par des machines. En réalité, si on regarde des chiffres qui sont produits par des institutions comme le Forum économique mondial, on voit que dans les 3 prochaines années, il y a 77 millions d'emplois qui vont être, alors selon la traduction, détruits, moi je dirais plutôt transformés, parce qu'en réalité, il y a d'un autre côté 133 millions d'emplois qui vont être créés par l'intelligence artificielle. Donc vous voyez qu'il y a un rapport entre la perte et la création, bien qui finalement conclut à un résultat très positif de l'intelligence artificielle. Alors qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Je vais démystifier ça un petit peu pour pouvoir ensuite répondre à ta question. Est-ce que c'est à la portée des PME? J'ai envie de te dire tout de suite, oui, c'est à la portée des PME, mais pas toutes les intelligences artificielles, pas encore tout. Est-ce qu'elles en ont toutes besoin aussi? Non, elles n'en ont pas toutes besoin. Et je vais aussi répondre à ça parce que mon but, ça va quand même être de donner quelques clés ici pour que vous puissiez repartir après ce Smart Meeting en ayant quand même une idée claire de est-ce que l'IA peut faire quelque chose pour votre société aujourd'hui ou est-ce qu'elle ne le pourra seulement dans 5 ans. Alors, l'IA, c'est à la base, l'intelligence artificielle, elle a été formulée dans les années 40 et elle a été formulée comme un très grand projet qui est celui, comme je l'ai indiqué plus tôt, d'émuler l'intelligence humaine dans les machines. On ne sait pas encore faire ça. Est-ce qu'on va y arriver? 100% des chercheurs avec lesquels je discute dans la Silicon Valley ou MIT pensent que oui, on va y arriver. Quand est-ce qu'on va y arriver? Ça, on ne le sait pas. Ça peut être dans 20 ans ou dans 100 ans. Mais en tout cas, on va y arriver. Alors aujourd'hui, ce que l'on sait faire avec l'IA, c'est traiter des données. L'IA, c'est ça, c'est traiter des données pour pouvoir faire émerger
des motifs, faire émerger des informations auxquelles on n'avait pas eu accès avant, et pour pouvoir faire des prédictions sur le monde réel. Donc c'est ce que fait un modèle en intelligence artificielle. Ce modèle va faire émerger de l'information à partir de données. Ces données, ça peut être des données collectées par exemple sur je ne sais pas, les récifs coralliens, ça peut être des données collectées, tout à l'heure on parlait des banques, des données financières, toutes les transactions réalisées avec des cartes de crédit dans un territoire donné. Qu'est-ce qu'elles révèlent de l'attitude d'un consommateur, par exemple? Donc on peut utiliser l'IA pour des buts qui sont strictement des buts d'optimisation de l'existant dans une entreprise, par exemple diminuer les coûts de production, personnaliser un service. Alors, je vais donner des exemples très concrets. Aujourd'hui, Amazon a un algorithme qu'il utilise pour réaliser ce qu'on appelle anticipatory shipping, autrement dit la livraison anticipatoire. Alors, que fait Amazon? Bien, Amazon connaît le profil utilisateur de ses consommateurs et Amazon sait 6 mois à l'avance, avant même que vous ne sachiez que vous allez acheter un livre sur un sujet bien particulier, Amazon sait que quand ce livre va paraître, eh bien, il y a 95% de chances que vous l'achetiez. Et ça, c'est une prédiction algorithmique qui a été réalisée. Et donc, que fait Amazon? Eh bien, Amazon va livrer ce livre à un centre de stockage d'Amazon le plus proche possible de votre domicile, ce qui fait que quand vous allez commander ce livre, vous allez le recevoir sous 24 heures. Et ça permet à Amazon non seulement de satisfaire le client, « Waouh, j'ai eu mon bouquin en 24 heures », mais surtout ça permet en particulier à Amazon de diminuer son coût de production puisqu'il est capable de vous livrer le bouquin en 24 heures sans avoir eu à payer une livraison express, puisque le bouquin est déjà à côté de chez vous. Donc ça, c'est une des optimisations réalisées par l'intelligence artificielle. Mais justement, comment concrètement nos entreprises ici, par exemple, peuvent se servir de l'intelligence artificielle? Alors, on en revient à la question de est-ce que c'est à leur portée? Parce qu'Amazon est un GAFA. Il a les moyens de son intelligence artificielle, si je peux dire. Oui, alors c'est vrai que c'est vraiment très très important de faire la distinction, évidemment, entre pour un géant de l'intelligence artificielle comme Amazon, c'est facile de pouvoir réaliser ce type de choses puisqu'ils développent leurs propres algorithmes. Ça ne veut pas dire qu'une association 1901 ou une start-up ne peut pas innover ou optimiser ses process avec l'IA. Il y a des solutions qui sont tout à fait à la portée des entreprises. Alors, ces solutions, notamment celles qui sont utilisées à 80% du temps, dans 80% des situations, ce sont des solutions que l'on appelle du machine learning as a service. Alors elles sont vendues, ces solutions, par les GAFA, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce que c'est le machine learning as a service? Eh bien, au lieu de devoir embaucher, ce qui coûte très cher et ce qui est quand même très difficile à trouver parce qu'il y a une rareté dans le talent, hein, au lieu d'embaucher des spécialistes du machine learning, donc des gens qui vont être machine learning développeurs, qui développent ces algorithmes. Au lieu d'embaucher ces gens-là et de créer toute votre équipe, parce qu'il ne s'agit pas juste d'avoir des machine learning développeurs, et il faut que je dise un mot là-dessus, parce que c'est très important. Hein. Une équipe IA, ce n'est pas juste des développeurs, c'est aussi des sociologues, des psychologues, des gens qui vont faire attention au fait qu'il n'y ait pas des biais qui se développent dans les algorithmes, et qu'on ne se retrouve pas avec des algorithmes racistes, sexistes, et j'en passe. Donc, en fait, ce que vont faire ces entreprises, c'est qu'elles vont louer des services dans le cloud. Donc, j'ai besoin d'une solution, par exemple, en vision automatique, computer vision automatique. Qu'est-ce que c'est la vision automatique? Eh bien, c'est la capacité d'une machine à reconnaître, par exemple, à vous reconnaître quand vous publiez une photo sur Facebook. Facebook vous reconnaît. Hein, il fait une suggestion. Ah tiens, et là, c'est votre petite sœur, votre grand frère, etc. Facebook est capable de vous reconnaître parce qu'il y a une solution d'analyse de l'image, de computer vision, qui est utilisée. Une petite entreprise peut avoir un intérêt à utiliser un service de computer vision pour pouvoir taguer, par exemple, des éléments dans des images, pour reconnaître ce que les consommateurs aiment. Hein. Il y a des entreprises qui vont scanner toutes les photos que les gens postent sur Facebook pour pouvoir se faire une idée du style vestimentaire préféré, par exemple, de tel ou tel groupe d'utilisateurs. Et ensuite, les marques vont adapter
leur offre en fonction de ce qui a été détecté dans les images. Donc ces solutions-là, elles peuvent être utilisées par les entreprises à très faible coût. On parle de très très faible coût. Hein. Pour quelques dizaines de dollars, vous pouvez faire scanner des milliers d'images en utilisant des plateformes comme celle d'Amazon, de Microsoft, de Google, et obtenir du machine learning as a service. C'est intéressant. Alors j'en viens à toi, Larry, parce que tu es un peu notre local de la bande. Oui. Après autant d'années d'expatriation et d'expertise en transformation digitale, maintenant de retour au FINUA, quels sont les outils fournis aux PME ici pour leur transformation digitale ? Déjà, j'aimerais voir un peu le profil de l'audience et essayer d'adapter le discours. Donc, qui ici considère votre entreprise dans laquelle vous travaillez une TPE, toute petite entreprise? Moyenne entreprise, PME, et tout le reste c'est grande entreprise. Ok. Donc, je vais essayer de répondre à la question en deux phases. D'abord, quels sont les moyens à disposition actuels, et ensuite un peu parler de constats que tu l'écosystème. fais même de l'écosystème digital ici. Quels sont les gaps que je vois dans l'écosystème? Je pense que l'écosystème, et vous voyez le DFT aujourd'hui, donc c'est la troisième année, et je pense que c'est vraiment pas mal en termes d'audience. Et pour la petite histoire, la CCSM est un membre fondateur du DFT. Initialement, c'était une association qu'on portait en interne et qu'on a sortie parce que la Cour territoriale des comptes nous a un peu tapé les fesses. Donc c'était en 2017. En 2017, nous avons également établi le premier incubateur de start-up et de projets innovants, Prism. Un an avant ça, la CCSM a lancé une école de jeux vidéo et d'animation. Donc c'est peut-être pas très connu, qui s'appelle Poly 3D. Et on en est à notre troisième promotion. Donc on vient juste de graduer la première année. Donc c'est un programme en 3 ans. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites en amont, et donc c'est un travail sur le long terme. Aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, il y a beaucoup de dispositifs pour accompagner les entreprises, que ça soit en termes de formation. Donc j'étais en retard parce qu'avec Madame la ministre Théa Frogier, on était en train de remettre les certificats du passeport digital, qui est un programme de formation pour les chefs d'entreprise et les patentés, pour les équiper en tout ce qui est digital, numérique, mais de base, donc social media, website, e-commerce, référencement, et j'en passe. Il y a des dispositifs qui sont portés par le gouvernement, la DGEN, notamment le DAD, le dispositif d'aide au digital. Donc on a des collègues qui sont donc la commission d'évaluation des projets, donc du financement pour les startups, du financement pour la transformation digitale, donc les entreprises qui ne sont pas du tout dans le numérique et qui voudraient passer à travers des outils en interne ou à travers se lancer dans le e-commerce qu'on finance. Il y en a plusieurs millions de francs pacifiques. Et après, je viens juste de revenir, hein, ça fait que 5 mois que je suis de retour. Donc mon premier constat, c'est que les dispositifs, en termes d'écosystème, les dispositifs sont là. Est-ce que ça répond à la demande actuelle? Je ne suis pas sûr. Pourquoi? Parce que quand on regarde la réponse, quand on regarde le nombre de candidats qu'on a pour le DAD, quand on regarde le nombre de candidats qu'on a pour le passeport digital, on a bien plus de financement qu'on trouve de candidats. Après, voilà, il faut un peu structurer tout ça un peu mieux, et donc on apprend à la langue également. Donc pour revenir à mon travail à la CCSM, donc je chapeaute un peu la chambre, mais je pousse vraiment tout ce qui est numérique, innovation et développement stratégique. Donc à la chambre de commerce, donc pour ceux qui connaissent peu, donc à la fois une CCI, chambre de commerce et d'industrie, mais aussi une CMA. Et CMA, donc tous les artisans, les patentés, donc c'est le métier de CCSM, sont également sur nous. À l'heure actuelle, au dernier décompte, on est à plus de 29 200 ressortissants, rien qu'en Polynésie française.
Sur ces 29 200, et ça évolue beaucoup, ça évolue très vite, beaucoup de patentés, donc on en rajoute un petit millier tous les ans. Alors patenté, juste pour ceux qui nous regardent en métropole, c'est l'équivalent du statut auto-entrepreneur. Oui. Voilà. Plus ou moins. Pour faire simple, 80% de nos ressortissants sont des TPE. Plus de 80% sont des petites entreprises. Et c'est pour ça que je voulais un peu voir voilà, qu'est-ce que ça a donné. Donc ça fait que quand on parle de transformation digitale pour l'OPT, pour la Socredo ou le petit patenté, c'est vraiment différent. Et moi, pour avoir été aussi entrepreneur, chef d'entreprise, quand on porte un peu toutes les casquettes, donc il faut qu'on fasse tout. Donc la vente, la finance, les opérations, et en même temps penser à comment est-ce qu'on utilise des outils de digitalisation du numérique. Donc il y a énormément d'accompagnement à faire. Et l'accompagnement, ça vient même après la phase de sensibilisation et d'éducation. On a toute une génération maintenant d'entrepreneurs. Donc je pense à mes parents. Je pense, j'imagine qu'il y a aussi des grands-pères qui continuent à tourner leur business, qui n'ont pas de site web. Limite, ils n'ont pas de page Facebook, ils commencent à en avoir parce que le petit-fils a dit « Allez, je vais te créer ta page ». Donc en Polynésie française, on est encore assez loin. Et moi, quand je lis un peu l'article Wikipédia sur la Polynésie française qui dit qu'on a 28 ans de retard par rapport à la métropole, 28 ans, je pense que c'est un peu exagéré, mais il y a quelque chose. Il s'agit, je rebondis sur ce que disait Pierre-Emmanuel, une transformation des hommes. Exactement. Donc moi, quand j'entends Pierre-Emmanuel, c'est exactement ça. Donc les outils sont là, mais c'est quand même la partie la plus facile. La partie la plus difficile, c'est comment est-ce qu'on accompagne ces entrepreneurs, ces chefs d'entreprise qui ont géré leur entreprise depuis 10, 20, 30 ans de la même manière et qu'on les fait commencer à réfléchir d'une autre façon, utiliser des outils, pas voir juste même du marketing ou de l'investissement dans des outils numériques comme de la dépense non nécessaire. Là, il y a énormément de travail. Donc, et quand on parle d'écosystème, voilà, les outils, les mécanismes sont là. L'accompagnement humain, la partie communautaire et la plus grande partie manquante. Et moi, très tôt, j'ai voulu être un ingénieur informaticien quand j'avais 12 ans. Pourquoi ? Parce que je voyais la technologie comme la façon vraiment de développer notre territoire. J'ai toujours voulu revenir et lancer ma tech startup, faire un Google, recruter tout le monde parce qu'on a besoin d'emplois. Mais je me suis rendu compte que la technologie est juste un outil. Et un outil au service de l'homme, de l'humain. Et un outil au service du développement. Donc, le plus important est quand même ce qui se passe entre l'écran et la chaise. Donc, cette partie humaine. Donc, comment est-ce qu'on accompagne les personnes et les personnes, les habitudes sont les choses vraiment les plus dures, les plus difficiles à changer. Donc, en termes d'écosystème, je pense qu'on commence à atteindre une certaine maturité en termes d'infrastructure. Maintenant, on commence à avoir une connexion Internet pas trop mal, et ça n'a pas toujours été le cas. Moi, je me rappelle dans ma jeunesse, on téléchargeait sur Napster, on passait des heures et personne ne pouvait appeler au téléphone parce qu'on n'avait même pas la DSL. On commence à avoir des connexions qui sont abordables, parce qu'aussi on avait une ouverture à la concurrence. On commence à avoir tout ce qu'il faut, mais peut-être qu'il faut qu'on passe un peu plus de temps à communiquer sur et surtout pour les TPE, sur des petites success stories, et pas juste voir la transformation digitale comme un cheval de bataille pour les grandes entreprises, parce que la plupart des utilisateurs, la plupart des employés, la plupart de la création d'emplois est générée par ces petites entreprises. Mais est-ce que l'un d'entre vous veut rebondir sur ce que dit Larry ? Je pense que tu as vraiment mis le doigt sur quelque chose de très important, qui est le fait qu'il faut regarder les choses en termes de changement culturel.
Et la transformation digitale ou l'IA, on en parle, surtout l'IA, on en parle beaucoup trop à travers des descriptions de technologies très compliquées et qui donnent l'impression aux personnes qui ne sont pas des techniciens que finalement ce n'est pas pour eux. Or, il n'y a rien de plus faux parce que tout d'abord, ces technologies-là sont avant tout ce sont des extensions de notre propre intelligence. Ce ne sont pas des concurrents, ce ne sont pas des objets qui sont déconnectés de nos besoins. Pas du tout. Donc, en termes d'éducation, par exemple, puisque c'est ce que tu as évoqué, l'accompagnement, l'éducation, tout le monde a tout à fait intérêt à se former d'une manière ou d'une autre, que ce soit au marketing digital ou même à l'IA. Moi-même, ma thèse n'est pas une thèse de sciences de l'information, c'est pas une thèse d'informatique. J'ai passé une thèse en arts et sciences de l'art. Donc ça ne m'a pas du tout empêché de passer 20 ans dans les technologies, de faire partie aujourd'hui de groupes dans la Silicon Valley qui sont des groupes qui sont vraiment à la pointe, des groupes de chercheurs, hein, pas des sociétés, qui sont à la pointe de l'IA. Pourquoi ? Parce que dans une transformation comme celle de l'intelligence artificielle, eh bien, tous les secteurs vont être concernés, tous les corps de métier vont être concernés. Tout le monde peut bénéficier de l'intelligence artificielle, même à tout petit niveau, ne serait-ce qu'en utilisant les outils qui sont à la disposition de tout le monde pour connaître, par exemple, sur Facebook, comment se comportent les usagers de votre page professionnelle pour votre société. Donc, je pense que se former, lire, essayer vraiment d'être à la pointe de l'information dans ce domaine, c'est absolument essentiel parce que c'est un changement d'état d'esprit qui va permettre aux entreprises d'amorcer ce virage-là. C'est avant tout un changement d'état d'esprit. Et la résistance au changement, elle est toujours culturelle, elle n'est pas technologique. Donc vraiment, saisissez toutes les opportunités qui existent pour vous informer et dites-vous que vous avez tout à fait votre place dans cette révolution-là, absolument. Oui, moi je voudrais rajouter quelque chose, un autre angle par rapport à tout ce qui vient d'être dit. Je suis entièrement d'accord, le côté humain, changement, résistance au changement, difficulté de changer. Mais je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Moi je trouve ça vachement bien d'être en retard. C'est vachement 28 ans. C'est génial parce que vous allez faire en fait ce qu'on appelle un saut technologique. Vous allez éviter toutes les bêtises qu'on a fait quand on a progressé doucement, marche par marche. Et d'un seul coup, vous allez arriver à un monde qui va probablement devenir bien en avance par rapport à ce que vous appelez ici la métropole, c'est-à-dire le reste du monde, en quelque sorte. En fait, et ça, je parle du monde de la banque. C'est le monde que je connais. Les pays qui sont le plus en retard seront les plus en avance. Et donc, bien sûr, il faut changer. Bien sûr, c'est difficile, bien sûr, c'est culturel, mais c'est une opportunité fantastique. Et on n'est pas du tout dans un univers dramatique où on se dit on est en retard, il va falloir rattraper. Non, vous n'allez pas rattraper. Vous allez faire un leapfrog, vous allez faire un saut technologique fantastique. Et je vous prédis que dans quelques années, peut-être en quelques mois, vous aurez des systèmes bancaires bien plus avancés que ce qu'on a en métropole. Donc vous verrez, ça va arriver. Donc ça, c'est en route. Et ça, c'est grâce au fait que le digital est là. C'est lié au digital, parce que le digital, c'est une disruption. Le digital permet de faire cette eau technologique. Et pour aussi un peu, donner un message un peu plus optimiste, pour moi, le digital, c'est l'humanisation. Pour moi, le digital, c'est la facilité, c'est l'accès. Vous allez pouvoir... Le digital va s'adapter à vous. Ce n'est pas vous qui vous adaptez au digital. Ce qui fait que, comme on a beaucoup avancé, comme il y a des gens très intelligents qui font de l'intelligence artificielle, eh bien, on est capable de pouvoir... je vous donne un exemple que je trouve complètement extraordinaire. On est en Angola, on est dans les montagnes, un paysan a un petit téléphone ridicule qu'on appelait, vous savez, ça s'appelait... c'était quoi ? C'était les Nokia, voilà, Nokia, ça a disparu complètement. Mais voilà, 3310, ces petits-là. C'est nos anciens téléphones qu'ils ont récupérés, ils ont une carte SIM, et ben ils touchent des prêts scorés par intelligence artificielle en 500 millisecondes. En 500 millisecondes, c'est-à-dire une demi-seconde, on leur donne un accord pour avoir un prêt qui a été traité par un algorithme qui est dans une société qui se trouve à Lisbonne et dont les serveurs se trouvent à New York. Voilà, ça c'est en Angola. Et pourquoi ? Parce que l'Angola, elle a fait ce saut technologique que vous allez faire et elle est capable de pouvoir avoir donc des services qui sont incomparables par rapport à ce qu'on fait en France. Voilà, c'est tout.
Moi, je voulais ajouter quelque chose par rapport à tes remarques, parce que je pense qu'elles sont très justifiées sur la connaissance du fénois, mais, et notamment des PME, des TPE, qui sont effectivement le lieu où se créent les emplois, qui est quand même un sujet majeur. Et je me dis que ce retard que tu évoques de 28 ans, je pense qu'il est très théorique, parce que sur plein de sujets, c'est Wikipédia. Donc, mais sur plein de sujets, c'est pas vrai. Et je prenais comme exemple tout à l'heure les connexions qu'on peut avoir quand on vient chez vous et qu'on veut être en relation avec certains commerçants, notamment dans l'univers touristique, évidemment. C'est assez simple et la réponse est très rapide, notamment via Facebook. Donc ça veut dire qu'on a là aussi dépassé l'utilisation, par exemple, d'un site web et on se dit, on va utiliser Facebook Messenger et on va pouvoir avoir une réponse très rapide. Et j'ai fait l'expérimentation au moins 3 ou 4 fois. Sur 5 fois, je dirais, il y en a une qui n'a pas marché, mais sur les 5 autres, ça a marché. Sur les 4 autres, ça a marché tout de suite. Donc, je pense que c'est aussi déjà en cours, ce changement. Et puis, l'autre élément qui me semble important d'évoquer, c'est que le fait d'utiliser la technologie pour faire des choses concrètes pour les îles, c'est un peu le sujet de Tech for Island. Je pense que ça, c'est une opportunité énorme, formidable, qui a été impulsée au sein du Digital Festival, parce que c'est effectivement dans vos mains. Et là, vous êtes les pionniers sur ce sujet. Donc je pense que là, il y a un vrai sujet. Et je regardais tous les lauréats du Tech for Island. Franchement, il y a vraiment des choses très intéressantes et qui dépassent simplement les grandes sociétés, les GAFA, les Google, etc. On est vraiment dans les choses concrètes. Qu'est-ce que ça peut faire pour moi? Qu'est-ce que ça peut changer pour moi? Et je trouve ça fascinant. Je pense que demain, c'est vous qu'on va suivre. Parce que j'entendais une réflexion, je m'arrêterai là-dessus, j'entendais une réflexion qui disait d'abord, ce qui m'intéresse, c'est de sauver mon île, de faire en sorte que mon île soit plus propre, qu'elle soit protégée, etc. Bon, mais une fois qu'on a protégé son île, on peut protéger la planète, quoi. Et je trouve que c'était une vraie réflexion assez simple, mais assez efficace. Un mot à ajouter qui va vraiment entrer en résonance avec ce que tu viens de dire, ça m'a fait penser, il y a une organisation qui s'appelle Pose comme les pattes d'animaux, et cette organisation, en fait, elle a développé un algorithme en machine learning pour pouvoir prédire quel chemin vont prendre dans la jungle les braconniers et pour pouvoir protéger les éléphants. Et bien, ils ont réussi à diminuer de 80% le braconnage en l'espace d'1 mois en combinant du machine learning avec de la théorie des jeux et en pouvant prédire et envoyer l'information en temps réel aux gardes du parc du Serengeti. Et cette solution, elle va être déployée d'ici 2020 dans 600 parcs nationaux autour de la planète. Donc ça, c'est une association Loi 1901 qui a développé cette solution-là. Donc vous pouvez imaginer que ce type de solution, ça peut être pensé aussi sur des archipels où il y a de la pêche illégale, où il y a de la destruction environnementale, ou des déchets sauvages, par exemple. Ouais, donc il y a énormément de solutions. On en revient au débat, la thématique de la technologie, c'est l'homme qui choisit ce qu'il en fait, finalement. Dans les cas que vous citez, Yves, la banque du futur avec le Congolais, c'est au Congo, tu me disais ? En Angola, voilà, sur son plateau avec son Nokia 3310 qui peut effectuer un prêt, ou au service de l'environnement et de l'économie de nos ressources, ou contre le braconnage. Finalement, on se rend compte que le digital est l'aboutissement de ce qu'on souhaite en faire. Exactement, je partage complètement tout ce qui a été dit jusque-là. Nous, en parlant un peu de protection de l'environnement et puis dans le contexte spécifique aussi ici en Polynésie, on développe aussi des bouées connectées avec un hydrophone, donc on utilise l'acoustique pour pouvoir suivre le milieu marin et essayer de tracer et de mesurer assez précisément quel est l'impact de l'activité humaine sur la biodiversité marine. Donc il y a de l'innovation, il y a des solutions en fait, techniques aujourd'hui qui existent. On est capable de remonter 300 000 données secondes et reconstituer le paysage sonore de ce qui se passe un petit peu dans les mers et tracer un peu comme ça un certain nombre de comportements et voilà, collecter des données pour surveiller, se mettre un peu en conformité avec la réglementation parce que ce sont des espaces protégés en général et
mais pour ça, il faut effectivement qu'on collecte de la donnée. Donc il y a de l'innovation, il y a de la technologie qui existe pour ça. Après, effectivement, tout ça, c'est un challenge humain, ça a été dit à plusieurs reprises. Et je pense que ici, il y a moi, c'est mon premier voyage ici en Polynésie, mais je sens qu'il y a une dynamique qui existe, qui est assez forte, et que vous pouvez, en fait, à mon avis ici, l'éloignement peut être aussi une force pour avancer et aller peut-être parfois plus vite qu'en métropole ou ailleurs, parce que quelque part, voilà, il n'y a pas le choix, on veut préserver ces espaces maritimes, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, et je pense que ça peut être une chance formidable. Alors justement, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous amène des interrogations? Est-ce qu'il y a des points que vous voulez étayer? Oui. Ah, tu n'as pas de micro? Bonjour Fabien, CEO du groupe Newrest Polynésie. En fait, j'aurais deux questions. La première question concerne la technologie du blockchain dans la transformation numérique. Je voulais savoir où cela en est. Est-ce qu'elle est utilisée ou pas? Ensuite, la deuxième question, je reviendrai sur le marché local et sur l'écosystème que Larry avait décrit. La question de départ était de savoir est-ce qu'il existe des solutions locales pour des outils pour que nos PME, TPE puissent répondre à leurs besoins. Et malheureusement, contrairement à ce qu'on pense, l'écosystème local est fait pour les particuliers. Par contre, concernant tous les besoins que les PME et les TPE ont besoin, on n'a aucune solution localement. La plupart du temps, on est obligé d'aller chercher des solutions à l'extérieur. Et c'est ça qui nous bloque. Le deuxième point, c'est que en termes de coût, en termes de finances, aujourd'hui, les connexions sont beaucoup trop coûteuses. Je prends un exemple. Aujourd'hui, je souhaite avoir assez de backup. Localement, qu'est-ce que j'ai comme solution? Aucune. À l'heure d'aujourd'hui, je n'ai aucune solution de sauvegarde locale. Ce qui fait que en termes de solution sauvegarde, j'attends que Vini augmente leur débit Internet et je vais aller sauvegarder sur Azure. Voilà. Ça, c'est un cas concret. Donc, j'aimerais bien savoir aussi, on parle de transformation numérique, de digitalisation, mais si localement nous n'avons pas les solutions, ça c'est la deuxième question. Hein. Du coup, il ne faut pas oublier qu'on oublie la première question. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que beaucoup oui, en termes de logiciels bureautiques, donc il y a une déclinaison individu. Mais par exemple, il y a Google a une offre Google for Enterprise et for Business que littéralement toutes les startups que je connais utilisent. Tu peux utiliser gratuitement, oui, individuel, tu as plein de pubs et tout. Tu mets $5 USD par mois par utilisateur, tu as le site bureautique, tu as 30 gigas de sauvegarde et j'en passe. Et donc, tu as toute une stack de logiciels avec, voilà, tu leur rajoutes un Slack, voilà. Ce n'est pas une solution locale. Amazon. Sauvegarde, ça dépend vraiment de quoi tu veux. Donc, l'OPT, je pense, a des offres. Donc, je ne suis pas tout à fait au courant, mais tu peux avoir, voilà, ta SAN et ton disque dur dans ton propre réseau interne. Après, oui, il faut savoir un peu l'utiliser. Il y a des prestataires qui font ça. En termes de autre que sauvegarde, moi, j'ai rencontré des prestataires, donc quelques-uns de nos formateurs pour le passeport digital. Et à savoir, le passeport digital, donc c'est un financement tripartite, 40% financé par le ministère du numérique, 40% par la CCSM, 20% par le chef d'entreprise et le patenté. À 20 000 francs, vous avez 4 demi-journées de formation et 7 heures de coaching individuel. Donc vous avez un professionnel qui vient chez toi, qui s'assoit avec toi, qui regarde, qui fait un état des lieux de ton système et va répondre exactement à ta problématique. Et certains de ces formateurs sont également prestataires de services et proposent des solutions open source qui, à
Après, il faut faire vos devoirs et évaluer les différentes solutions, mais qui, pour moi, sont tout à fait à même de répondre aux problématiques des TPE, des PME. Après, voilà, si tu parles de plus grandes entreprises, ça va être différent. Et pour un coût avec un support qui est assez raisonnable. Après, il faut faire, faut faire un business model, il faut savoir quels sont les revenus. Il ne faut pas besoin d'avoir une Ferrari pour aller rouler sur nos routes à Moorea. Mais voilà, il faut savoir adapter. Et le financement également vient avec. Donc tout le dispositif d'aide au digital permet de financer. Après, peut-être qu'on est très mauvais à communiquer sur ces offres. Donc là, voilà, je t'invite à regarder le site web de la CCSM. Il y a énormément d'informations. Et je voulais revenir aussi sur, juste une petite parenthèse, sur le culture locale, c'est que malgré qu'on met toutes ces informations en ligne, ici, il y en a toujours des gens qui nous appellent et qui viennent dans le bureau et « Hey Larry, est-ce que tu peux me parler des passeports digitaux ?» Ok. Les affaires sont là, oui, mais... et c'est le côté culturel. Tu ne peux pas couper l'humain. Ici, on est très... Allez, on se serre la poignée, on se fait la bise et on parle. Et c'est pour ça que voilà, quand on parle de digitalisation, il faut faire attention et contextualiser sur la culture locale. Je ne pense pas qu'à l'heure d'aujourd'hui... Moi, j'ai vécu à Singapour 10 ans. J'ai monté je monte ma société là-bas, je ne vois personne, je mets ma carte de crédit, en 24 heures, j'ai une SARL. Ici, déjà, oui, il nous faut 4 mois pour avoir le cabis du RCS, mais ça, c'est 6 mois. Oh. Mais ça, c'est l'État. Donc, si la chancellerie nous entend, donc on a des soucis, mais on essaie aussi de mettre en place au sein même de la CCSM, donc on a des échanges, des systèmes d'information avec la CPS, avec le DICP, avec l'ISPF, on n'a pas de soucis. Et donc ça commence à venir. Donc on travaille aussi sur de faire des formulaires, les formulaires de toute la formalité en ligne. Donc ça, c'est des travaux qui prennent son temps, qui sont en cours, qui ont besoin, mais je pense qu'il y aura toujours besoin d'avoir le conseiller qui accueille et qui sourit et qui... Digitalisation ne veut pas dire uniformisation, parce que finalement, chaque pays, chaque culture fait les adaptations, puisque ce sont les hommes qui sont acteurs de cette transformation digitale. Et on en revient au fait que c'est quand même quelque chose qui va être nuancé en fonction des cultures. Parce que les besoins ne sont pas les mêmes. On a des patentés dans les îles qui ne peuvent pas venir à la CCSM tous les jours. Bien sûr. Dans la presqu'île. Donc là, ça aide, c'est différentes solutions pour vraiment différents cas. Et la première question était ? La blockchain. Ah, blockchain. Laissez les experts répondre. Est-ce qu'il y aura d'autres questions après, dans le public ? Oui ? Okay. Après, on va être un petit peu en retard, un petit peu hors délai. Mais... Juste un petit mot sur la blockchain, juste 2 secondes. En fait, il y a des mots à la mode. Il y a évidemment intelligence artificielle, il y a big data, il y a blockchain, il y a machine learning. Bon, c'est pas parce qu'ils sont tous à la mode qu'ils vont tous réussir. Je pense que l'intelligence artificielle, c'est évidemment quelque chose qui est très très important, et on l'a entendu, et je pense que c'est essentiel. La blockchain, c'est encore, dans le monde que je connais, c'est-à-dire le monde de la banque, qui est quand même un monde qui peut être touché par la blockchain, on est dans un monde qui est encore expérimental, on n'a pas résolu tous les problèmes, des problèmes de capacité de traitement, des problèmes de coût, donc d'énergie. Donc c'est très intéressant, c'est intellectuellement très, très, très enthousiasmant, mais aujourd'hui, ce n'est pas encore quelque chose qui est appliqué de façon, je dirais, professionnelle. Ça a un peu déçu, il y a eu beaucoup d'investissements et on n'a pas vraiment de résultats qui soient opérationnels et rentables. Voilà, en 2 mots. Alors après, on peut approfondir. Oui. Voilà, une question pour Valérie. Tu disais, si je t'ai bien écouté, que la transformation digitale, ça implique un nouveau regard sur le monde, un changement d'état d'esprit. Alors je crois que tu vis à San Francisco. Voilà. Et c'est vrai que vu de l'extérieur, c'est un peu un espace unique où vous créez le monde de demain. Alors vous avez peut-être un regard particulier donc, sur le changement, puisque le changement, vous le voyez plutôt comme une opportunité et non pas comme une menace. Et votre façon de réagir par rapport au changement, vous êtes en permanence dans la transformation, plutôt que dans la résistance ou dans le pessimisme, à la différence de certains pays européens en particulier. Alors la question que je vais te poser, est-ce que tu as quelques clés à nous donner justement pour faire du changement une chance pour la Polynésie ? Merci.
Alors tout d'abord, je voudrais rassurer tout le monde. Tout va tellement vite que moi-même qui suis experte en IA, parfois j'ai l'impression que si je m'arrête de lire l'actualité ou de lire les derniers rapports de recherche que je reçois à travers toutes les newsletters tous les jours par email, si j'arrête de les lire pendant 3 jours, je me dis mais ça y est, mais j'ai raté le coche, je suis complètement has-been, il s'est passé déjà 50 millions de choses et ça y est, je suis en retard, c'est trop tard. Donc il y a un tel décalage entre la manière dont on est bombardé d'informations et ce qu'on a le temps d'absorber, que de toute façon, on aura toujours l'impression d'avoir un train de retard, quel que soit ce que l'on fasse. Donc ça, c'est normal. Maintenant, oui, moi, j'ai toujours eu un regard très optimiste sur les technologies, tout simplement parce que je les considère comme des moyens d'atteindre des buts. Et ce qu'il faut regarder, ce sont les bénéfices que l'on peut tirer des technologies, plutôt que de les regarder comme des objets compliqués et qui vont venir finalement nous faire nous sentir très obsolètes, à moins que l'on devienne soi-même des techniciens. Ça, c'est pas vrai. Ce qu'il faut regarder, c'est qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir bénéficier de telle et telle et telle technologie. Est-ce que c'est intéressant pour ma pratique? Donc, ce qu'il faut remettre en perspective, c'est quels sont les problèmes que vous souhaitez résoudre dans votre société. Tiens, j'ai un problème, je n'arrive pas à comprendre à quoi ressemble mon client, par exemple. J'aimerais personnaliser mes services à mon client. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que l'intelligence artificielle, c'est la solution? Est-ce que passer une formation en marketing 2.0, c'est la solution? Donc toujours rester en alerte, toujours embrasser le changement finalement, l'accueillir comme faisant partie d'un cycle naturel, tout comme les espèces animales évoluent, eh bien l'être humain évolue et tout ce qu'il y a autour de nous évolue en permanence, et je crois qu'il faut pas hésiter à être des éponges et à poser des questions et parfois même à aller poser des questions en se disant que j'y connais rien, est-ce que je vais poser une question bête? Il faut pas hésiter, je crois qu'il faut vraiment pas du tout hésiter, tout le monde en permanence apprend. On va être des apprenants jusqu'à la fin de nos jours. Moi-même qui étais prof de fac pendant 15 ans, aujourd'hui je retourne sur les bancs de l'école tous les 2 ans. Je repasse des certifications avec le MIT notamment en machine learning. Je fais ça tous les 2 ans. Je pense que bientôt il faudra que je le fasse tous les ans. Et ce que j'entends dans la Silicon Valley, c'est que tout le monde doit se remettre en posture de retourner sur les bancs de l'école. Quel que soit ce que l'on fasse, le meilleur moyen de réussir, c'est d'avoir la soif d'apprendre des choses nouvelles. Voilà, on ne va pas être remplacé par les technologies. Ne pas se reposer sur ses lauriers. Je pense que ça, c'est vraiment une sorte de synthèse de tout ça. Je saisis la balle au bon, justement, parce que le débat, on est obligé de le clôturer, mais pour laisser à notre public des traces de la nourriture intellectuelle sur ce sujet-là. Quelles recommandations vous pouvez faire pour continuer à lire ou à se documenter sur le sujet? Yves, est-ce que tu as une recommandation de... Oui, non mais ça a été très bien dit tout de suite. Je pense qu'il faut surtout apprendre, c'est déjà un effort. Je dirais être curieux. Tout ce que vous ne comprenez pas, c'est parce qu'on vous explique mal. Donc il faut trouver quelqu'un qui vous l'explique bien. Rien n'est compliqué, même l'intelligence artificielle. C'est pas compliqué en soi, c'est des choses qui sont accessibles. Et donc faut oser, il faut être curieux. Et c'est comme ça qu'on adhère ce changement qui fait peur. En fait, si on est curieux et qu'on apprivoise ce qui arrive, le changement on le sent même pas parce qu'on est content. Est-ce que tu as un livre, un documentaire, un film, un reportage, quelque chose qui pourrait continuer J'aurais pu réfléchir là-dessus, il y a sûrement bien plein de choses. J'ai pas de choses comme ça qui soient généralistes. Moi, j'ai écrit moi-même un livre, mais c'est pour les banquiers. Ça n'a pas d'intérêt si vous intéressez pas à la banque. Mais c'était ces sujets-là. Oui, c'est d'ailleurs intéressant. Oui, une chose importante, peut-être que je peux peut-être rebondir là-dessus. Il faut jamais se poser la question comment ils font. Il faut se poser la question pourquoi.
la clé, c'est pourquoi. Pourquoi on digitalise, pourquoi on change, pourquoi on a. C'est ce que tu dis quand tu dis chercher ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Eh ben, pourquoi il y a un truc nouveau qui arrive. Il y a toujours une bonne raison. Et c'est pas pour changer, c'est pour améliorer quelque chose. Donc, se poser la question du pourquoi, ça permet de comprendre énormément de choses. Alors que le comment, ben, c'est un peu comme les médecins de Molière, on va être perdu dans des termes incompréhensibles. La technologie, c'est pas, on s'en fout de la techno. Ce qui est important, c'est ce qu'elle va faire pour nous. Et pour savoir ce qu'elle va faire pour nous, il faut se poser la question pourquoi elle est là, à quoi elle sert et comment je peux donc l'utiliser à mon profit, quoi. Oui, moi je rejoins un peu ce qui a été dit aussi. Évidemment, soyez curieux, ça c'est je pense indispensable et c'est le moteur en fait de la transformation. Et surtout privilégier le contact humain. C'est pas parce qu'il y a toutes ces technologies digitales qui font peur qui arrivent. Il y a une réticence au changement, il y a tout ça, mais le partage, l'échange et le challenge humain est essentiel là-dedans dans la réussite de toutes ces transformations. Moi, je vous invite aussi à en discuter plus largement sur le stand de la Polynésienne des eaux, de visiter notre site suezsmartsolutions.com sur lequel il y a plein d'innovations qui sont présentées au service de la protection de l'environnement et des ressources. Est-ce que vous lisez l'anglais? Parce que j'ai des idées, des suggestions, mais je suis désolée, ça fait 5 ans que je suis aux US et du coup je lis que des choses en anglais. Il y a un livre que je conseille absolument à tout le monde parce que je trouve ce livre tellement bien fait. C'est un livre qui explique très bien ce qu'est l'intelligence artificielle sans le faire de manière jargonnante. Et ce livre, d'ailleurs, son titre résume exactement ce qu'est l'intelligence artificielle. Et ce livre s'appelle Prediction Machines. Et il est excellent, ce livre. Et c'est un livre qui va vous donner vraiment une perspective très grande sur ce qu'est l'IA sans que ce soit compliqué et jargonnant. Le deuxième livre que je recommanderais, parce que je le trouve, moi il m'a donné beaucoup à réfléchir, c'est un livre qui est paru il y a 6 mois et qui est en anglais aussi, qui s'appelle Architects of Intelligence, les architectes de l'intelligence. Je ne crois pas qu'il ait été traduit. Et ce livre, il rassemble 40 en interview de tous les cerveaux de l'intelligence artificielle aujourd'hui dans le monde. Donc les gens qui ont inventé le reinforcement learning, les gens qui sont vraiment aujourd'hui au top de l'intelligence artificielle. Et ce qu'il y a de super dans ce bouquin, c'est qu'à chaque fois, ce sont les mêmes questions qui sont posées à chaque acteur. Et c'est des questions dans lesquelles vous allez vous retrouver, des questions que l'on se pose tous. Donc ça, je trouve que c'est un très bon bouquin. Maintenant, je vais faire, c'est pas du tout une publicité personnelle, c'est plutôt parce que je me sens un peu coupable d'avoir oublié en fait l'élément de suggestion de bouquin. Allez sur mon site web personnel, c'est le seul qui est en français, les autres sont tous en anglais, valeriemorenia.net. Dans une semaine, vous pouvez y aller maintenant, mais il n'y aura pas de référence. Mais si vous y allez dans une semaine, je vais mettre sur la page de garde, je vais mettre un lien qui enverra vers une page où je vais vous mettre une liste de tout un tas de ressources qui seront les plus pertinentes pour vous, en français, sur l'intelligence artificielle. Je le ferai dans l'avion. Alors moi j'ai 3 petites suggestions pour vous, par ordre de choses pratiques. La première, j'ai dit tout à l'heure l'importance de l'utilisation du mobile dans les magasins, dans la relation client. Il y a une étude qui a été faite par la Mobile Marketing Association, auquel je participe sur le marché français, et qui parle du drive to store, c'est-à-dire comment faire venir des clients dans vos magasins, dans vos points de vente, dans vos boutiques. Elle est parfaite, franchement, elle résume bien la situation actuelle et elle donne des clés pour pouvoir utiliser les technologies digitales et notamment le mobile pour faire venir des clients dans ce point de vente. Si on veut s'élargir un peu à son champ de réflexion, notamment pour ne pas s'endormir sur ses lauriers, il y a un podcast que je trouve très très bien fait qui s'appelle Akimbo, qui lui aussi est malheureusement comme les exemples de Valérie, celui-là il est en anglais. C'est un podcast qui a été fait par Seth Godin, vous connaissez peut-être ce nom parce que c'était l'auteur d'un bouquin très connu dans le marketing qui s'appelait Permission Marketing. Franchement ce podcast est super et si vous avez plutôt envie d'écouter plutôt que de lire, c'est pas mal. Et on apprend beaucoup de choses. Et il est très didactique, c'est-à-dire qu'il est en anglais, mais il parle très lentement. Je pense qu'il s'adresse à un public qui est global, international aussi. Donc franchement, il est très facile à comprendre, même en anglais. Et puis alors, si vous voulez vraiment aller un tout petit peu plus loin, moi, le truc que je vous conseille, et je pense que Valérie aura sûrement la même idée que moi sur ce bouquin, c'est un bouquin qui a déjà été écrit il y a quelques années et qui s'appelle Homo sapiens.
par Yuval Noah Harari, il y en a peut-être d'entre vous qui l'ont déjà lu, mais qui explique l'évolution de l'homme singe vers l'intelligence artificielle, justement l'intelligence augmentée, et c'est absolument fascinant. Donc là, vous aurez vraiment des clés pour regarder ça d'un peu plus loin. Tu as donné l'exemple de podcast, j'y ai pas pensé, mais franchement, ce que je trouve, pour moi, les meilleurs podcasts sur l'IA, ce sont ceux de France Culture. Donc, allez juste sur les podcasts de France Culture, tapez intelligence artificielle. Ils ont une liste considérable de podcasts sur le sujet, et je trouve qu'ils sont tous extraordinairement bien traités. Donc, ça, c'est ceux que je recommanderais aussi. Hein, tout à fait. Merci pour l'idée. Ouais, donc, j'ai réfléchi à la question, j'ai pas trop de bouquins à recommander. J'ai l'habitude de lire beaucoup, mais maintenant avec 2 petits à la maison, je commence, mais je ne termine jamais. Mais si j'ai un conseil, moi j'apprends beaucoup par les rencontres. Donc l'ouverture à rencontrer des gens de différents horizons, leur payer un café, un déj, et après creuser. Donc c'est vraiment la façon dans laquelle moi j'apprends, et après c'est aussi plus convivial, tu as un échange au lieu d'être tout seul à lire, à t'endormir devant ton livre. Donc voilà, donc là il y a l'opportunité pendant le DFT de rencontrer beaucoup de personnes intéressantes, ici, là-bas, demain, après-demain, après-après-demain, qui viennent de milieux un peu différents. Donc aller rencontrer un maximum de personnes, essayer de connaître leur expérience, leur personne. Il y a forcément des gens qui ont eu le même problème que vous, donc comment est-ce qu'on peut être ouvert à apprendre, mais aussi également ouvert à collaborer. Donc c'est un peu un gros mot, mais vraiment comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, qu'on soit privé, public, qu'on soit un ministère ou l'autre, qu'on soit une entreprise dans un secteur où le concurrent, et pouvoir innover ensemble. Après, désolé, je vais devoir faire un peu de publicité. Nous, notre mission à la CCSM, c'est d'accompagner nos entreprises locales. Donc venez nous voir. Donc on a un stand, on a Poly 3D, on a un stand de Prism, mais également ce qu'on essaie de monter à Prism, c'est vraiment un compagnon de choix pour donc l'innovation, la collaboration et la transformation. Donc on a sorti des offres entreprises pour innover et vous accompagner dans cette culture de l'innovation. On vient de sortir allez trouver sur le stand notre premier magazine qui s'appelle Innova, qui est le magazine polynésien de l'innovation. Et donc on fait un peu un résumé, on a quelques articles de certains de nos incubés, on a un article sur le financement, on propose aussi des portraits de nos incubés, mais également des façons dont on pourrait collaborer, dans les façons dont on a travaillé avec différentes entreprises. Donc voilà, et après on est disponible pour échanger un peu. Ouais, le DFT est là pour ça aussi, faire se rencontrer les personnes, les compétences. Merci à vous tous. À tous les intervenants, merci d'avoir apporté votre contribution à ce débat. Merci à vous, le public.